Bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire. Soyez les bienvenus. Nous allons démarrer dans quelques minutes, le temps que la salle se remplisse un tout petit peu. Bonjour à toutes et à tous. Si vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Je vous rappelle que nous allons démarrer dans quelques petites minutes, deux ou trois, le temps que la salle se remplisse un tout petit peu. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième conférence du cycle de conférences organisée par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Alors, après une première conférence dédiée à la macroéconomie et aux perspectives de résultats des entreprises cotées, nous allons faire un peu plus de stock picking aujourd'hui avec nos invités, nos intervenants du jour que je vous présente donc sans transition. Il s'agit d'Ahmed Rojd qui est responsable analyse et recherche chez Valoris Securities depuis septembre 2019. Ahmed jouit d'une expérience de 10 ans sur le marché financier marocain, aussi bien en sell side qu'en buy side. Il est diplômé de l'ISCAE. Si Ahmed, bonjour. Est-ce que vous Bonjour m'entendez? Adil. Bonjour Très Adil. bien. Bonjour, alors on vous entend très bien. Je vous donnerai la parole dans quelques secondes et j'en profite pour présenter notre deuxième intervenant du jour, Monsieur Naufel Aourar, qui est analyste financier depuis bientôt 7 ans dans la société de bourse Messine. Il est chercheur en finance et ses recherches actuelles portent sur la finance comportementale et sont publiées dans de nombreuses revues scientifiques nationales et internationales. C'est Naufel, bonjour. Bonjour, c'est Adil. Très bien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui, les amis. Alors, on va discuter de deux sujets, deux entreprises, Marsa Maroc dans un premier temps avec Ahmed Rojd et La Belle Vie dans un deuxième temps avec Naufel Aourar. Je vous laisserai faire vos présentations et par la suite, on ouvrira le débat avec les différents intervenants qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc, je vous remercie encore une fois, au nom des intervenants, pardon, au nom des organisateurs, et je vous donne la parole, c'est Ahmed. Bonjour Adil. Merci pour l'organisation de cet événement. Alors, sans trop tarder, on passera à l'essentiel. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, ça va porter sur Marsa Maroc. D'accord? Marsa Maroc est l'une des valeurs qui est les plus suivies compte tenu de ses activités, compte tenu de son poids sur l'indice, compte tenu des projets qui ont été annoncés. D'accord? Ça fait un bon bout de temps qu'on parlait du projet Tangier Alliance. Et aujourd'hui, on commence à voir et apprécier le fruit des travaux d'investissement faits par Marsa Maroc. Et donc, on va évaluer dans quelle mesure cet impact aura un impact financier sur la valeur et sur l'intérêt pour investir sur cette valeur. Alors, sans trop tarder, alors globalement, je ne sais pas ce que la présentation est,
vue. Elle est Bon, visible, en effet, elle est visible. d'accord. Alors, sans trop tarder, alors déjà, c'est quoi Marsa Maroc? Marsa Maroc est l'une des sociétés à côté qui s'occupe de la manutention portuaire. C'est le résultat de la scission de l'ex-ODEP en ANP et en Marsa Maroc. Marsa Maroc a été introduit en bourse en 2016. D'accord. Il y a eu quelques mouvements au niveau de l'actionnariat de Marsa Maroc, surtout après la cession de l'État au profit de Tangemet, au profit de TMSA, d'accord, en 2021. Pour l'instant, l'État continue à détenir presque 25% du capital de Marsa Maroc. Niveau de valorisation légèrement supérieur au marché, mais c'est totalement justifié par le potentiel de croissance qui est normalement qui est supérieur au marché, pas légèrement, plutôt considérablement supérieur au marché. D'accord, et qui offre un rendement dividende qui est plus ou moins respectable, qui est supérieur à 3%, surtout dans le contexte actuel. La présence géographique est sur l'ensemble du royaume, que ce soit dans des ports au nord ou que ce soit des ports au sud. Alors, globalement, le niveau d'activité de Marsa Maroc est aux alentours de entre 35 et 37 millions de tonnes traitées par an, selon le niveau d'activité des ports marocains. D'accord? Sauf que après l'introduction de Tanger Alliance, on constate bel et bien que le niveau normatif de Marsa Maroc n'est plus entre 35 et 37. Maintenant, on cible à dépasser le niveau des 50 millions de tonnes. Donc déjà, c'est un élément positif par rapport à la capacité, ou à l'activité de Marsa Maroc, d'accord, sur un plan. Sur un autre plan, l'activité Tanger Alliance représente dorénavant presque un quart de l'activité totale générée par Marsa Maroc, aux alentours de 24%. D'ailleurs, lors de l'annonce du projet avant 2020, en 2018, 2019, le management à l'époque tablait sur une contribution d'un quart. C'est ce qui s'est concrétisé actuellement. Ça veut dire que ça renforce encore la confiance vis-à-vis des projections du management, parce que c'est ce qui s'est fait in fine au bout de moins de 2 ans d'activité. D'accord? Ça concernait essentiellement l'activité conteneur, puisque c'est l'activité conteneur qui a augmenté de presque de 11 millions de tonnes supplémentaires. D'accord? Et ça a généré un chiffre d'affaires aux alentours de 4 milliards. Alors, au niveau de au niveau de la répartition de l'activité, alors avant Tanger Alliance, les deux ports, Casablanca et Georges Ousfar, représentaient plus que 50% d'activité de Marsa Maroc. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait en sorte que l'activité de Marsa dépendait essentiellement de l'activité économique, de l'activité économique de Marsa, de l'activité économique nationale. Maintenant, presque 20 à 24% d'activité proviennent de Tanger Alliance. Tanger Alliance, à la différence des autres ports détenus par Marsa, est beaucoup plus orienté à l'international, d'accord, orienté trafic à l'international. Et on constate aussi que ça a un impact sur l'activité de Marsa à travers ce deuxième graphe. On constate ici qu'on a assisté à une baisse d'activité au niveau local, au niveau du trafic national à travers les ports de l'ANP, en parallèle à une amélioration d'activité de Marsa. Ça veut dire que Marsa est en train non seulement de diversifier son activité, mais à travers la diversification d'activité à l'international, est en train de s'affranchir du poids de la conjoncture locale sur ces résultats. Déjà, c'est un bon élément quand on cherche une valeur où on pourrait éviter, par exemple, certaines surprises ou certains retournements de tendance sur le plan macro. D'accord? Alors, deuxième point que j'aimerais souligner. Alors, c'est l'impact financier de cette activité générée par Tanger Alliance. Bon, comme on avait déjà souligné, le management à l'époque tablait sur un quart chiffre d'affaires provenant de Tanger Alliance. Pour l'instant, 2022, on est à 22%, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie, puisqu'on est juste sur la deuxième année d'exercice de ce projet. Au niveau de la marge, la Tanger Alliance
bénéficie d'une marge qui est très positive par rapport à d'autres activités du groupe. D'accord? On est sur un niveau de marge de 47% par rapport à Marsa Maroc, activité principale, qui est aux alentours de 45,9%. D'accord? Donc, ça tire un peu le niveau de marge à la hausse, ce qui est déjà un élément positif. Au niveau de la capacité de génération de cash, on constate aussi qu'il y a une nette amélioration de la capacité de Marsa Maroc à générer du cash flow à travers ses activités. Pour rappel, ce projet Tangier Alliance nécessitait un investissement significatif, hein, avec de l'endettement. D'ailleurs, on le constate au niveau de 2020, on a eu un pic de flux d'investissement, hein, aux alentours d'1 milliard. Par contre, avec l'entrée en production, avec l'allègement du BFR, ce qui est tout à fait normal parce que le premier exercice et en général, l'exercice où il y a un renforcement du BFR pour le lancement de l'activité, on constate que le cash flow d'exploitation a touché presque 1 milliard de dirhams en 2022. D'accord? Donc, c'est plus ou moins 500 millions de dirhams de plus par rapport à un niveau normatif de Marsa Maroc avant Tangier Alliance. Ce niveau de cash qui, normalement, in fine, devrait normalement bénéficier aux actionnaires de Marsa Maroc à travers un bon rendement de dividende. Alors, globalement, en 2022 et même au début de 2023, on assiste effectivement à une accélération de la croissance du chiffre d'affaires. D'ailleurs, au T1 2023, on a dépassé le cap d'1 milliard de chiffre d'affaires. D'accord? Bon, ce qui renforce l'avis quant à un dépassement clair et net du niveau des 4 milliards pour 2023. Le niveau de marge de BE est très significatif, en amélioration par rapport aux exercices précédents, notamment à travers l'impact positif de Tangier Alliance. Certes, il y a eu une légère dégradation, je dirais pas dégradation, mais pas un retour. Il n'y a pas encore eu un retour au niveau de la marge nette avant Covid, pour la simple raison qu'il y a eu des charges d'investissement, ce qui va peser un peu au début d'exercice, au début de lancement du projet, mais avec la bonne capacité de ce projet, in fine, je pense qu'on assistera même à une amélioration de la marge au-delà de 23%, in fine, après le lancement, après que l'activité puisse atteindre sa vitesse de croisière. Alors, actuellement, Marsa Maroc dispose en 2022, à fin 2022, d'une trésorerie supérieure à 2 milliards. Donc, avec tout ce que je venais de dire, ça a permis un peu d'alléger le niveau d'endettement. On dispose d'un gain plus ou moins limité. Donc, c'est beaucoup d'éléments qui renforcent l'avis quant à la capacité de Marsa à améliorer son rendement de dividende pour distribuer un dividende qui est nettement supérieur au niveau précédent. Alors, pour nos projections, on table sur une amélioration de ce niveau de dividende pour qu'il dépasse le niveau de 10 dirhams dès 2023. Je pense que normalement, la Marsa Maroc aura cette capacité d'augmenter son niveau de dividende. In fine, ça va permettre à Marsa Maroc de donner aux actionnaires un niveau de rendement qui est plus ou moins supérieur à un investissement alternatif. On a pris juste par exemple, si jamais on avait à choisir entre acheter un titre Marsa Maroc et bénéficier de dividendes ou acheter un BDT sur 3 ans, donc pour comparer sur des comparaisons similaires, et on constate que le spread reste toujours positif en 2022-2023, malgré la hausse récente au niveau du rendement des BDT, bon, à cause de tout ce qu'on connaît tous, à cause de la hausse de la courbe des taux. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a toujours ce spread positif qui pourrait, in fine, inciter les gens à investir sur Marsa Maroc s'ils veulent mettre le paquet sur de l'equity. D'accord? Alors, oui, dis-moi.
Excusez-moi, Ahmed, juste pour rappeler aux participants qui sont de plus en plus nombreux à nous rejoindre depuis que vous avez démarré la présentation et qu'il est possible de poser vos questions directement dans l'espace dédié aux questions-réponses. Comme ça, nous allons les transmettre à nos intervenants tout à l'heure. Donc, désolé de vous avoir interrompu, Ahmed. Et ça m'amène peut-être à une première question. En vue de ces éléments-là, notamment sur le yield de Marsa Maroc, en termes de valorisation, est-ce que vous estimez que c'est une bonne valeur à détenir actuellement? Oui, effectivement. D'ailleurs, comme je viens de signaler, elle présente un potentiel de croissance, d'accord, de l'activité, qui se concrétise par par de la trésorerie, par du cash. Le cash est déjà disponible au niveau de Marsa. Marsa dispose d'un actionnaire principal qui est l'État, qui n'a pas de raison de ne pas distribuer de dividendes. D'accord? Donc, il y a tous les éléments qui plaident pour que la société distribue un niveau de dividende qui est honorable. D'ailleurs, on le prévoit à travers une aberration de payout au-delà de 80% pour les prochaines années. Et par exemple, si, par exemple, moi, je décide d'acheter Marsa Maroc aujourd'hui, donc à un cours de 248, d'accord? J'anticipe un dividende qui est aux alentours de 10 dirhams sur les 3 prochaines années et je décide de vendre après 3 ans. Je pense que si Marsa Maroc atteint notre cours cible qui reste inférieur à 300 dirhams, bon, même si je suppose qu'après 3 ans, ce cours sera nettement franchi, on disposera alors d'un TRI de 9%, 9,1 pour être précis. D'accord? Donc, si j'ai à choisir, moi, en tant qu'investisseur, entre un investissement qui me rapporte 9% hors potentiel supplémentaire en cas de vente à un niveau supérieur à 275 et un investissement en private equity, bon, c'est tout à fait normal que je puisse être très intéressé par Marsa Maroc. Et là, je rebondis effectivement pour passer au cap suivant où on va discuter de la valorisation projetée pour Marsa et notamment des perspectives. Bon, déjà, pourquoi on est confiant quant à l'évolution d'activité de Marsa? Déjà, sur le plan global, on constate une baisse du coût du fret sur les derniers mois, ce qui va encore doper l'activité commerciale à l'échelle mondiale. D'accord? Donc, ce qui va encore mieux apporter de l'activité pour le port Tanger-Med, donc in fine pour Tanger Alliance. Au niveau d'activité locale, on constate une hausse des importations et des exportations, sachant que le Maroc est parmi les pays qui ont les mieux rebondis post-Covid en termes d'exportation dans la région MENA. D'accord? Donc, ça va encore plus augmenter le potentiel local d'activité pour Marsa. Au niveau des importations, certes, on constate une hausse de la valeur des importations, sachant que cette année est une année de sécheresse qui va encore plus accentuer les importations du céréales. Donc, ça, c'est un surplus d'activité pour Marsa Maroc. Pour l'activité vrac solide. Donc, il y a beaucoup d'éléments, qui normalement, qui doperaient normalement l'activité de Marsa Maroc sur le court terme, sans pour autant citer le potentiel long terme, notamment avec la volonté de l'État de diversifier ses ports, notamment à travers les ports de Dakhla et le renforcement du port de Nador, pour diversifier un peu les ports d'activité nationale. Donc, il y a beaucoup d'éléments, aussi bien sur le plan d'activité internationale qui se traduit par une amélioration d'activité Tanger Alliance que sur le plan local. Alors, in fine, ça va nous donner une valorisation de 275. Je réitère, ce niveau de valorisation de 275 intègre le niveau des BDT au niveau actuel, qui est légèrement en hausse par rapport à, qui est en net hausse par rapport à un niveau d'il y a un an, 2 ans. Théoriquement, la courbe des taux a été à son pic au mois d'avril. Bon, à part que s'il y a une nouvelle hausse des taux, etc.,
il n'y a pas de grande raison pour voir la courbe des taux augmenter encore plus. Ça veut dire que, in fine, la valorisation ne pourrait qu'augmenter sur les prochains exercices. Parce que, bon, la valorisation a été faite sur la base des niveaux de hausse, sur le niveau des BDT actuels, avec un rendement actuel. D'accord? Donc, ça un peu ça quel est le niveau de valorisation. Pour moins de 175, ce n'est que le niveau minimum de valorisation de Mars Maroc sur les prochains exercices, sachant que notre projection ne s'est pas basée sur des projections farfelues, donc même en termes de prix de facturation, on est sur une moyenne de 3 à 2%, ce qui est un peu, qui est un peu prudent, d'accord? Donc on n'a pas voulu ça, gonfler un peu la valorisation, mais je pense que le niveau de 175 est très atteignable pour Massa sur les prochains mois. Et je rebondis sur ce qu'on avait déjà dit. À 275, si je vends à 275 et que la société réalise les objectifs en termes de dividendes, j'aurai un rendement minimum un TRI minimum de 9%. Donc, c'est ce qui renforce vraiment l'attractivité de Mars Maroc, tant plus que c'est l'une des valeurs qui pèse sur Mazi aux alentours de 4%. Et donc, c'est parmi les valeurs qui, normalement, ne pourraient qu'intéresser les incite sur les prochains mois. Voilà, très bien, très clair. Voilà, globalement. Merci beaucoup, Ahmed. On commence déjà à avoir des questions, mais ce que je propose aux participants, c'est que ces questions, on va toutes les poser à notre intervenant dans quelques minutes, juste après l'intervention de notre deuxième intervenant du jour, Monsieur Naufel Aourar, qui est analyste financier donc, chez Emessine et qui va lui nous parler de la valeur La Belle Vie. Donc, restez avec nous pour poser toutes vos questions tout à l'heure lors de la session questions-réponses. C'est Naufel, bonjour et à vous la parole. Bonjour, c'est Adil, je vous remercie. Merci à vous. Alors, avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, je voudrais tout d'abord remercier la PSB, la Bourse de Casablanca, pour l'organisation de cette 4e édition du cycle des résultats, cycle des conférences en fait, intitulé cette fois-ci les résultats et les perspectives des sociétés cotées, et de m'avoir invité à participer à cette édition. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le secteur de la grande distribution et notamment la valeur La Belle Vie, qui est la seule valeur cotée du secteur coté à la Bourse de Casablanca. Alors, on commence par la présentation du plan. En fait, le plan se compose de 2 parties. Dans la première partie, on va parler du secteur de la grande distribution. On va présenter le secteur aussi, les principaux facteurs de développement de ce secteur. Et dans la deuxième partie, on va parler sur la valeur La Belle Vie. On va présenter ses réalisations financières au titre du premier trimestre 2023 et aussi ses réalisations financières annuel 2022. On va vous donner notre recommandation sur, on va vous donner notre avis sur la valeur. On va parler sur la politique de distribution de dividendes, ses principaux indicateurs boursiers et enfin, on termine par notre recommandation sur la valeur. Alors, comme vous savez que le secteur de la grande distribution se caractérise par les différents formats de magasins, il y a la supérette, le supermarché, hypermarché, hypercash et les hard discounts. En fait, la différence entre les deux, en fait, par exemple, la supérette se distingue par une petite superficie allant de 120 mètres à 1000 mètres au maximum, où il se distingue par la proximité avec aussi un prix sont un peu élevés par rapport aux supermarchés et les hypermarchés. Supermarchés, ce sont d'une superficie allant de 800 mètres à 4000 mètres et les hypermarchés hypercash allant à partir de 4000 mètres. Il y a aussi les hard discounts, c'est en fait qu'ils ont une superficie variée entre 200 et 1000 mètres où ils se caractérisent en fait par des prix qui sont les plus bas du marché. Le secteur de la grande distribution, on n'a pas en fait des chiffres exacts concernant le secteur, mais on peut parler du secteur du commerce et distribution. Alors, ce secteur génère une valeur ajoutée de 129 milliards de dirhams à fin 2021, selon les chiffres de l'ACP. Il contribue à 10% du PIB national. Le secteur emploie 15,8% de la population active marocaine à fin 2022.
Nous passons maintenant aux principaux acteurs de ce secteur. En fait, il y a Marjan, l'un des principaux en fait, acteurs dans ce secteur. Il y a la BLV avec une part de marché de 32,6%. Il y a Aswaq Salam, BIM et U-Express, le nouveau nu du secteur. Alors que vous voyez dans le tableau en bas, il y a en fait la croissance du nombre de magasins durant les 6 dernières années, à partir de 2017 à la date à fin 2022. Alors, comme vous voyez que le groupe La BLV, c'est l'un des groupes qui a enregistré le taux de croissance le plus élevé, en fait, avec un taux de croissance annuel moyen de 15,8% durant ces 6 dernières années. Et cette en fait, évolution est tirée principalement par la forte croissance du format Carrefour Market. En fait, le nombre de magasins sont passés de 57 magasins à 115 magasins. Presque, ils ont doublé le nombre de magasins au bout de 6 ans. En fait, Carrefour Hypermarché aussi, il est en croissance. Il a fait un taux de croissance de plus 11,6%. Nous avons aussi Marjan Holding qui se classe en fait en deuxième position avec un taux de croissance de 7,1% en passant de 79 magasins à 111, tiré aussi principalement par la croissance du Marjan Market qui est le principal concurrent du Carrefour Market avec un taux de croissance de 10,7%. Il y a Aswaq Salam avec un faible taux de croissance. Il y a BIM qui est toujours en croissance depuis son arrivée au Maroc, donc avec un taux de croissance de 9,6%. Je passe maintenant aux principaux facteurs de développement du secteur. Alors, le principal facteur, en fait, c'est l'évolution démographique importante qu'a connue le Maroc durant ces dernières décennies, en fait. Cette évolution démographique a été accompagnée par une croissance importante du taux d'urbanisation. Donc, en fait, on est passé de 60% en 2013 à 64% en 2021. Et la population en agglomération urbaine, il est passé de 7,2 millions d'habitants à 8,3 à fin 2021. Ça veut dire soit plus 1 million d'habitants supplémentaires avec un taux de croissance de 1,8% durant toute la période. Cette croissance de la population en ville, en agglomération urbaine, a été suivi aussi par la croissance du PIB marocain par habitant. En fait, on a enregistré durant ces 9 dernières années, depuis 2013 à 2021, un taux de croissance de 3,5%. Cette croissance en fait du PIB par habitant, du PIB marocain par habitant, elle a contribué au développement ou bien à la croissance du pouvoir d'achat du Marocain. Et en fait, nous avons ici quelques chiffres de la Banque mondiale qui montrent les dépenses de la consommation finale des ménages, qui a enregistré un taux de croissance de 4,7% durant cette période, plus que le taux de croissance du PIB marocain par habitant. Ce qui est positif, ce qui a contribué au développement aussi du pouvoir d'achat des Marocains. Ces deux indicateurs positifs sont aussi en lien avec une inflation qui a été maîtrisée durant toute cette période, à l'exception de 2022 et 2023. En fait, l'inflation, elle était toujours au-dessous de la barre de 2%, ce qui est correct, ce qui est bien. Donc, un niveau d'inflation inférieur que la croissance du PIB. Et à l'exception, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en 2022 et 2023, alors comme vous savez que 2022, c'était une année exceptionnelle, où il y avait un contexte inflationniste qui a été en fait expliqué par plusieurs éléments. Il y avait en fait l'arrêt d'activité en 2020 suite au confinement qui a perturbé les chaînes de production. Par la suite, il y avait une forte reprise économique en 2021 en fait, qui a créé des difficultés d'approvisionnement après Covid. Il y avait aussi la guerre en Ukraine en 2022, au début 2022, qui a accentué l'inflation qui a été déjà commencée en 2021, par la suite qui est devenue une inflation énergétique importée suite à la hausse des matières énergétiques, notamment le pétrole, etc., et les métaux, ainsi de suite.
Et à la fin, il y a la sécheresse qui a créé en fait une inflation alimentaire. Cette inflation énergétique, elle est devenue par la suite une inflation alimentaire suite à la sécheresse pour la deuxième année consécutive en fait. Et ces éléments-là ont contribué à la hausse significative de l'inflation qui s'établit en fait à 6,6% en 2022, oui, qui sera aussi élevé en 2023. On prévoit la même chose en 2023, donc il sera dans les mêmes niveaux de 2022. Nous passons maintenant à la présentation de la société Labelv. Alors, le groupe a été créé en 1985. Il dispose ou bien il gère les différents formats de l'enseigne française Carrefour. Donc, il a Carrefour Hypermarché, Carrefour Market, Carrefour Express aussi qui est nouveau-né du groupe. Et il y a aussi Carrefour Gourmet et l'enseigne Atchakatao. Donc, il dispose de 155 points de vente, présente sur 29 villes au Maroc, avec une superficie de vente globale de 247 000 carrés, avec 3 plateformes logistiques. S'agissant des réalisations annuelles 2022, alors le groupe Labelv a réalisé un chiffre d'affaires de 13,9 milliards de dirhams, en croissance de 19% par rapport à une année auparavant, par rapport à 2021. Et cette croissance est portée principalement par l'ouverture de 19 nouveaux points de vente en 2022, la dynamique de la politique commerciale où le groupe a consacré une enveloppe d'investissement significative destinée à soutenir le pouvoir d'achat de ses clients dans un contexte marqué par la forte hausse de l'inflation. Pour sa part, le résultat d'exploitation a progressé aussi de 19%, donc il a suivi la même ligne de croissance du chiffre d'affaires, plus 19,2%, qui est portée aussi par la hausse des volumes de vente et la maîtrise des charges de fonctionnement du groupe, établies à leur niveau de l'exercice précédent. Donc même qu'il y avait en fait un contexte inflationniste, la société est là en fait de bien gérer les charges d'exploitation. Il a enregistré un résultat d'exploitation supérieur à l'année dernière avec une charge d'exploitation qui sont identiques à 2020, une année sans inflation. 2021, pardon, une année sans inflation. De son côté, le RMPG en fait ressort à 748 millions de dirhams, en forte progression de 83% par rapport à l'exercice précédent, suite au résultat non courant exceptionnel de 186 millions de dirhams. En fait, il y avait l'année dernière, en fait, en 2022, il y avait un résultat exceptionnel qui a été enregistré au niveau du résultat non courant, qui est lié à la plus-value réalisée par le groupe suite au transfert des actifs fonciers et immobiliers à son OPCI Terames. On va parler de l'OPCI Terames par la suite. Sinon, Félix, excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que finalement on arrive à quantifier les impacts de l'inflation que vous décriviez sur les performances financières du groupe cette année? Oui. Alors, en fait, pour l'inflation, en fait, serait difficile de mesurer en fait l'impact de l'inflation sur les réalisations de Labelv. En fait, comme vous voyez, en fait, durant l'année 2022, le chiffre d'affaires il était en hausse de 19%. On peut dire que cette évolution a été soutenue par l'effet prix. Ça, c'est clair. Mais il y avait aussi l'accélération du rythme d'ouverture du magasin. Donc, une ouverture de 19 magasins qui a contribué à la croissance du chiffre d'affaires. Par contre, on n'a pas pu mesurer l'impact sur le résultat d'exploitation vu que la société a réalisé un résultat d'exploitation en croissance de 19%, même dans un contexte inflationniste. Donc, ce qu'on peut dire que Labelv elle a bien géré ses charges d'exploitation dans ce contexte qui a été marqué par une inflation de 6,6%. Durant l'année 2023, on prévoit qu'il y aura un impact, bien sûr, sur le pouvoir d'achat, parce qu'en fait, qui dit inflation, dit une baisse de pouvoir d'achat, baisse de la consommation. Donc, on va voir est-ce que la société peut en fait, cette année, réaliser une croissance importante de son REX, même dans ce contexte qui est marqué par l'inflation. Très bien, merci beaucoup. Marhaba.
Alors, pour les réalisations trimestrielles, en fait, la société a publié ses indicateurs durant le premier trimestre. Le chiffre d'affaires, il est toujours en hausse, plus 26%. On peut dire que ce chiffre d'affaires est soutenu par l'effet prix et aussi grâce au renforcement de la stratégie commerciale qui a permis au groupe d'augmenter ses volumes de vente et le niveau de fréquentation de ses clients, respectivement de 26 et 21%. Par ailleurs, l'investissement net il est en progression de 34,9%. Cet investissement englobe à la fois le développement et la rénovation des magasins, ainsi que le projet de digitalisation qui a été lancé en 2021. Comme vous savez que la BLV il a lancé plusieurs projets de digitalisation. Parmi ces projets, il a lancé récemment l'application Bringo by Carrefour qui va permettre aux clients du Carrefour de passer leurs commandes à distance à travers l'application Bringo. Il y a l'endettement qui est en progression aussi de 12,1% pour s'établir à 3,4 milliards de dirhams à fin mars 2023. Alors, maintenant, on passe à notre avis sur la valeur. Après une année 2022 qui a été marquée par la hausse significative de l'inflation, la BLV se trouve en 2023 face à la continuité de ce contexte difficile qui est marqué en fait par l'inflation et qui devrait baisser davantage le pouvoir d'achat des Marocains. Donc, malgré ces facteurs négatifs, nous tablons sur la période 2022-2027 sur un taux de croissance annuel moyen de 15,5% et 10,1% respectivement pour l'EBIT et du chiffre d'affaires consolidé. En fait, le chiffre d'affaires, normalement, prévoit une croissance de 10,1% en passant de 13,9 milliards à 22,5 milliards en 2027. La même chose pour l'EBIT, en fait, elle va progresser de 752 millions à 1,5 milliard en 2027. Cette évolution s'explique par, en fait, l'effet prix favorable induit par le contexte inflationniste, l'accélération du rythme d'ouverture du supermarché et hypermarché en lien avec la diversification du format de distribution, la tendance positive continuelle des ventes de magasins Ataqaddaou basés sur des prix bas, l'optimisation des charges opérationnelles et financières grâce au transfert de ces actifs financiers à l'OPC Teramis et la restructuration de la dette, le renforcement de l'offre digitale à travers une série d'alliances avec plusieurs opérateurs du e-commerce et le lancement de l'application de livraison à domicile baptisée Bringo by Carrefour pour les anciennes Carrefour et Carrefour Market. Le développement d'un nouveau concept qui est Carrefour Express, destiné à une clientèle urbaine, vient pour renforcer les formats de proximité. Nous passons maintenant aux prévisions du RMPG. Alors, on prévoit une croissance du RMPG de 6,6%, donc sur une croissance, mais pas au même rythme de croissance du chiffre d'affaires, qui était à 10,1%. Donc, le RMPG serait impacté durant les prochaines années par les nouvelles mesures fiscales proposées dans le cadre de la loi de finances 2023 qui vise la hausse de l'impôt sur les sociétés à 35% d'une manière progressive sur une période de 4 ans et le maintien de la contribution sociale de solidarité jusqu'en 2025%. Ces deux éléments peuvent impacter en fait la croissance du RMPG durant les années prochaines. Nous passons maintenant à la politique de distribution de dividendes. Alors, entre 2017 et 2022, le dividende ordinaire distribué annuellement par la BLV varie entre 52,80 et 86,4 dirhams. Par ailleurs, en fait, le payout ressort à 51,1. Payout, en fait, c'est le taux de distribution moyenne, ressort à 51%, et le rendement moyen s'établit en fait à 2,4%. Dans ce scellage, nous tablons en fait sur un dividende ordinaire moyen de 127 dirhams sur la période 2022-2027. En fait, c'est un dividende moyen, soit un taux de croissance de 13,3% en se basant sur l'historique, en se basant aussi sur les résultats qui seront générés durant les 5 prochaines années, comme ce qu'on a présenté tout à l'heure. On a supposé un taux de distribution constant de 51% durant toute la période.
Au niveau des indicateurs boursiers, on va en fait vous présenter l'indicateur du PER, c'est l'un des principaux indicateurs boursiers, et aussi le dividende yield qui est le rendement du titre. Alors pour le PER, en fait, il est aux alentours de 24,2, ce qui est en fait, c'est le PER moyen sur la période 2016-2022, ce qui est en fait au-dessous du PER marché moyen qui était aux alentours de 23 fois. Et nous avons aussi un rendement moyen de 2,4% sur la période 2015-2022 contre un dividende yield du marché de 3,4% et un niveau de taux d'intérêt qui sont un peu élevés. On peut parler de l'actif sans risque qui est aux alentours de 4 et quelques en ce moment, avec la hausse des taux qu'on a enregistrée durant ces derniers mois. Sinofel avec un PER à 24 fois au-dessus de la moyenne du marché, un rendement à 2,4, est-ce que vous ne trouvez pas que ces ratios sont un peu élevés, un peu chers pour la valeur? Oui, effectivement, on peut dire que c'est un PER un peu élevé par rapport au marché et aussi par rapport à l'historique de la société. Donc, en fait, c'est tout à fait logique. Un PER de 24 fois parce qu'en fait, la Belvis, il est considéré comme une valeur de croissance. Il offre un potentiel de croissance important avec l'accélération du rythme d'ouverture de magasins et avec la diversification des formats de distribution. Et les valeurs de croissance se payent un peu cher sur le marché. Et donc, c'est tout à fait logique. C'est comme en fait Actital et les autres valeurs de croissance. Et les investisseurs actuellement, ils prennent en considération les résultats enregistrés à partir de 2024-2025. Donc, les investisseurs intègrent la croissance de la capacité bénéficiaire de la société dans le cours, ce qui nous a donné un PER un peu élevé par rapport au PER du marché. 24, ça reste quand même correct. Il y a un dividende yield qui est aussi faible, mais en fait, je peux vous dire que la plupart des investisseurs qui vont se positionner sur la valeur, ils cherchent beaucoup la plus-value plus que le dividende, en fait, parce qu'en fait, lorsqu'on dit une valeur de croissance, on dit une croissance du cours, on dit une plus-value réalisée par la suite. Et on ne cherche pas beaucoup à un dividende. Oui, le dividende, il est intéressant, mais quand même, lorsqu'il y a de la croissance, cette croissance compense le faible niveau de dividende yield. C'est clair à Saadi? Très clair, merci beaucoup. Merci à vous. Nous passons maintenant à la recommandation de la valeur label V. Alors, nous avons utilisé la méthode TCF en nous basant sur les hypothèses suivantes. Un TCAM du chiffre d'affaires consolidé de 10,1% sur la période 2022-2027. Un CMPC de 6% calculé sur la base d'un bêta de 0,6 et un taux sans risque de 4,6%. Une prime de risque marché historique en fait de 5,6% et un gain de 105%. À partir de ces éléments, nous recommandons de conserver le titre dans les portefeuilles avec un cours cible de 4501. En fait, actuellement, la valeur, le cours de la valeur, il a dépassé hier ce niveau du cours cible. Il est actuellement à 4698 dirhams avec une surcote de 4%, mais quand même, on reste toujours dans le cas, dans en fait, la recommandation de conservation du titre parce que même une variation de moins 5%, ça reste quand même dans on peut conserver le titre. Ma présentation touche à sa fin. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour l'ensemble de vos questions, pour répondre à l'ensemble de vos questions. Merci. Merci à vous, Sinofel, c'était très clair et on ne manquera pas de vous transmettre les questions des différents participants tout à l'heure. On commence d'abord par M. Ahmed Rojd et les questions qui lui ont été posées. Si Ahmed, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, bien sûr. Alors, nous avons 3 ou 4 questions pour vous, si vous le permettez. La première est la suivante. La valeur Marsa semble être valorisée avec une prime par rapport au marché dans sa globalité. Quel facteur justifie cette prime?
Alors, j'ai lu un peu les questions. Alors, par rapport à cette question, je pense que je me suis peut-être mal exprimé. Mon niveau de valorisation intègre la hausse des taux. J'ai pas donné j'ai pas survalorisé la valeur, mais plutôt j'ai valorisé la boîte en intégrant les éléments actuels qui sont une hausse du taux. Ça veut dire qu'in fine, on a une valorisation qui est en théorie, n'est censée qu'augmenter si le taux, si la courbe des taux baisse. D'accord? Donc, ça veut dire qu'elle est sanctionnée, elle n'est pas surévaluée. Hein, juste Oui, parce que je ne sais pas, c'est très clair. Ça me semble être voilà, très clair. Ouais. voilà. Donc, c'est pas en hausse, mais c'est plutôt à l'inverse. Ça Elle veut est dire que baquée si par les jamais, taux élevés. voilà, si jamais la courbe des taux se détend, durant l'année prochaine, le niveau de valorisation, si je reprends les mêmes hypothèses, etc., je serai sur plus que 275 en termes de vol, Mhm. sans prise en compte de nouveaux éléments qui normalement devraient booster la valorisation. Hein, Très bien. pour dire que Des- la que 275, c'est le niveau minimum hein, quand même, de valorisation. Très clair. Alors, deuxième question, des opportunités en Afrique pour Marsa? Alors, Marsa s'est lancé dans une tentative d'aventure africaine au Ghana et au Cameroun. Je pense que ça fait les choux gras de la presse, même je l'ai déjà mentionné dans News, d'accord, parce qu'ils ont soumissionné pour les deux. Ils n'ont pas été retenus, d'accord, certes, certes, c'est pas ce qu'on espérait en tant que Marocain. On espérait bien que les Marocains puissent pénétrer en fait, dans le domaine, mais ça reste un domaine qui est plus ou moins difficile à pénétrer. Ça ne veut en aucun cas dire que les Marocains sont moins performants que les Français, etc. C'est juste que le marché est plus compliqué pour être pénétré. Mais je pense que déjà au niveau local, au niveau du Maroc, on a déjà assez de potentiel, assez de marge de croissance. C'est pas, ça m'aurait, euh, ça m'aurait touché si on était, par exemple, un pays où on avait une croissance, un potentiel de croissance qui est plus ou moins limité à ce moment. Je dirais que c'était une occasion ratée. Mais puisqu'on a toujours un potentiel de développement local, c'est pas quelque chose de très raté. C'est pas quelque chose de critique de ne pas pouvoir trouver des marchés alternatifs. Au contraire, je pense qu'à travers la nouvelle modification de l'actionnariat et l'introduction de TMSA dans l'actionnariat de Marsa, peut-être que les prochaines expériences, prochaines tentatives de Marsa seront en collaboration avec TMSA pour exporter le modèle dont je vais mettre. Et je pense que les pays africains, bon, nos amis africains, aimeraient bien partager notre expérience. Très bien. Alors, une dernière question, peut-être d'ordre plus général. Je ne sais pas si ça Hmm. concerne spécifiquement Marsa Maroc. Quel impact si l'inflation ne baisse pas et les taux se maintiennent à ce niveau? Alors, je reviens juste à un élément qu'on vient de mentionner lors d'une analyse macroéconomique qu'on vient de publier il y a juste, je pense, une semaine. C'est que Mhm. la demande intérieure au niveau local des ménages a baissé en 2022, d'accord? En volume, pas en nominal, en volume, d'accord? En parallèle à une hausse du poids des dépenses. C'est pour les premiers exercices qu'on constate cette dégradation de la demande intérieure des ménages. D'accord? Donc, à cause de quoi? À cause de l'inflation galopante, surtout que ça vient juste après des années de crise dues au Covid. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais l'inflation se maintient? Ça veut dire que cette demande intérieure ne devrait que se dégrader encore plus. D'accord? Donc, ça veut dire que les dépenses des ménages, etc., ça va peser sur notre activité économique, etc. Mais je dirais, bon, certes, c'est mauvais pour les sociétés qui sont adossées à la consommation intérieure des Marocains, mais pour Marsa Maroc, pour le cas précis de Marsa Maroc, je dirais que ce sera au contraire un élément positif qui pourrait orienter une partie des allocations d'actifs
sur des sociétés adossées à la consommation intérieure vers Marsa Maroc. Pourquoi? Pour la simple raison que l'activité Tangier Alliance est plus adossée à l'activité, au commerce international qu'au niveau d'activité locale. D'accord? Donc, si moi, je suis investisseur et je veux m'affranchir de l'impact de la dégradation de la demande intérieure à cause de l'inflation qui se maintient, je vais chercher des valeurs qui soient export, d'accord? Soit export, soit ont cette capacité de s'aligner sur les économies d'autres pays. Donc, à savoir, par exemple, le cas de Marsa Maroc avec Tangier Alliance. D'accord? Donc, ça va normalement attirer un flux, un flux d'investissement qui sera le résultat d'un arbitrage entre valeurs. Au Très contraire, bien. pour moi, c'est pas mauvais. C'est au contraire, ça va susciter un arbitrage au profit de Marsa. Très bien. D'où le nom pertinent de votre présentation, une Voilà, diversification qui porte ses fruits. voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Si on en a d'autres, on n'hésitera pas à vous les poser. Je passe Avec à vous, plaisir. si Naufel Aouaraf, concernant la belle vie. Alors, première question, est-ce que le nouveau régime fiscal des OPCI peut, d'une manière directe ou indirecte, impacter la croissance du groupe La Belle Vie qui s'est basé sur ces montages pour se développer? Naufel, Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. oui, c'est bon. En fait, pour l'OPC qui a été créé récemment par la BLV, normalement, on peut offrir des avantages pour la société. Alors, en fait, elle peut offrir des avantages. Par exemple, on peut parler, par exemple, de séparer l'activité foncière et immobilière de l'activité distribution, ce qui sera bénéfique parce qu'en fait, la BLV va sous-traiter tout ce qui est développement de l'activité foncière immobilière à l'OPCI Temaris ou bien à la société Aradi Capital qui va gérer que les murs de la BLV. Et la BLV sera, en fait, va s'occuper que de l'activité distribution. Cela va faciliter le développement sans impacter l'endettement net de la société parce que, comme vous savez, que la société a un endettement un peu élevé. Ça s'explique par les investissements qui ont été déjà faits durant les 10 dernières années par la société et en fait la création des OPCI peut avoir un impact positif sur l'endettement de la BLV. Quoi encore? Pour les avantages, je trouve que ça reste quand même positif pour la société. Très bien, merci beaucoup. Une autre question, le groupe Marjan commence à se moderniser et se développer un peu plus rapidement que historiquement. Est-ce que pour vous, c'est une source supplémentaire de pression sur la croissance de la belle vie? Effectivement, Marjan a renouvelé récemment le format de Marjan Market qui a été auparavant baptisé Asima et qui est venu pour concurrencer Carrefour Market. Et ce qui en fait, c'est bien pour la BLV aussi. Plus de concurrence, plus de croissance, plus en fait, lorsqu'on voit une concurrence dans un secteur, on peut dire qu'il y a en fait du potentiel dans ce secteur. Marjan, il n'est pas venu par hasard pour moderniser le format de Marjan Market. Il est venu parce qu'il a trouvé que ce segment offre des potentiels importants durant les années prochaines. Et pour cela, il est venu pour concurrencer la BLV. Et même la BLV, avant son développement durant les 10 dernières années, il y avait plusieurs concurrents. Il y avait Marjan depuis des années, il y avait aussi BIM, il y avait Aswar Salam. Et malgré ça, la BLV, elle a pu de faire un bon modèle économique. Et pour cela, elle a généré le plus tôt de croissance des magasins durant ces dernières années. Très bien. Alors, il y a quelques questions sur les impacts de l'inflation sur l'activité de la belle vie. Il me semble que vous avez déjà répondu à cette question. Si vous pouvez nous faire une réponse très rapide pour vous poser une dernière question.
D'accord. En fait, pour l'inflation, certes, elle va impacter le pouvoir d'achat des Marocains. Mais je pense, avec l'accélération du régime d'ouverture et la diversification des formats de distribution, je pense, à cet instant, on ne mesure pas un impact sur la BLV. Et comme vous voyez, déjà l'année dernière, l'inflation, il était à 6,6%. Et malgré ça, la BLV, elle a publié des très bons résultats. Elle a publié un chiffre d'affaires en forte croissance et aussi pour le résultat d'exploitation qui a été en même ligne la croissance du chiffre d'affaires. Donc, à cet instant, on n'a pas pu mesurer l'impact de l'inflation sur la valeur de la BLV, mais en général sur le secteur, l'inflation, il touche le pouvoir d'achat. Donc, qui dit baisse de pouvoir d'achat, dit une baisse de consommation. Très bien, très clair. Alors, dernière question, est-ce que selon vous, la BLV restera une valeur de croissance pour encore longtemps? Restera une valeur de croissance pour les 5 prochaines années. Ça, c'est sûr. Après les 5 prochaines années, on ne sait pas. Mais pour le moment, on peut dire que le modèle économique a été développé par la BLV et en fait la bonne utilisation des anciennes françaises de Carrefour et aussi l'ancienne Atacadao, qui est ancienne brésilienne, mais fait partie actuellement du Carrefour. Et elle a bien marché durant les 6 dernières années. Pour les prochaines années, en fait, on prévoit la même chose, même rythme de croissance. Mais après les 5 prochaines années, on ne sait pas. On verra par la suite. En fait, c'est difficile de prévoir l'évolution d'une société plus que 5 ans. Ce sera quand même difficile. Même à 5 ans, là, c'est difficile. On parle juste de 2 ans, 3 ans. Après, par la suite, on verra est-ce que l'inflation va baisser ou pas, est-ce que le contexte sera favorable pour le secteur de la grande distribution en général ou pas, ce qu'on va voir par la suite. Très bien, très clair. Merci beaucoup pour ces réponses. Mesdames, Messieurs, il me semble que nous allons clôturer ce débat car nous n'avons plus de questions. Nous en avons d'ailleurs eu beaucoup et nous vous en remercions. Un mot de remerciement chaleureux pour nos 2 intervenants du jour qui ont pu se libérer en cette journée, on le sait tous, chargés avec le Conseil de Banque Maghreb. Monsieur Ahmed Rojd, directeur de la recherche chez Valoris Securities, merci beaucoup. Monsieur Nofel Aourar, analyste financier chez MSIN, merci à vous également, monsieur, pour votre temps. Et nous remercions donc aux organisateurs, la Bourse de Casablanca, à la PSB, mais également aux partenaires NTSoft et SIX. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée. Je vous donne rendez-vous pour le prochain, le 3e et dernier webinaire qui aura lieu le jeudi 22 juin, même heure, même endroit, à partir de 9 h, avec Madame Fatem Zararaji et Monsieur Marwan Najimi pour parler d'autres secteurs qui sont les télécoms et la santé. Voilà pour ce webinaire. Merci à toutes et à tous et très bonne journée. À la prochaine. Ciao. Merci, bonne journée à tous. Merci, Ciao. au revoir. Au revoir.